Les frères musulmans sont interdits dans un certain nombre de pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas d'ailleurs dans ces pays, mais ils sont passés à la clandestinité, ils n'ont pas le droit d'avoir des partis politiques. Donc ils peuvent exister, mais ils sont combattus. Pourquoi ils sont combattus? Parce qu'ils menacent les pouvoirs en place. Les raisons pour lesquelles nous, dans nos sociétés démocratiques, libérales et surtout sécularisées, nous les combattons, c'est qu'évidemment, leur projet théocratique n'est pas acceptable pour une démocratie. C'est juste inconcevable. D'ailleurs, nous avons oublié ce qu'est une théocratie dans nos pays. Donc nous les acceptons par pure méconnaissance et parce qu'ils ont effectivement empêché que se produise cette connaissance. Alexa Lavoie for Rebel News, and recently I covered the conference of Florence Bergeau-Blacler, a French researcher, PhD in anthropology, and research fellow at the CNRS. She is the author of the book Brotherism and its Network, The Investigation, and will soon publish Jihad Through the Market, How Radical Islam Takes Over the Halal Industry. Because of her crucial work, she has received death threats and now lives under police protection. A concerning fact, UQAM refused to allow her to present her conference there, even though the same institution had previously approved an event featuring the Islamist preacher Uthman ibn Farouk, who is banned from entering the United Kingdom due to public pressure and the fact that the preacher was also denied entry into Canada. The event was ultimately cancelled. One thing is clear: censorship of voices critical of Islamism and its network of influence is becoming increasingly blatant. At the end of the conference, we spoke with Florence Bergeau-Blacler about her research, the situation in France, and her perspective on what is happening here in Canada. Les fréristes sont plutôt inclusifs des autres courants. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent coopérer avec toutes les autres tendances de l'islam pour les amener vers l'objectif, c'est-à-dire le califat, c'est-à-dire l'instauration d'une société islamique globale. Florence Bergeau-Blacler, vous êtes ici au Canada, vous faites une tournée. Je pense que vous avez aussi parlé dans d'autres pays. Je veux avoir un peu votre vision de ce qui se passe ici au Canada concernant les frères musulmans, mais également, bon, je crois que c'est vous qui avez créé le mot frériste. Est-ce que vous trouvez qu'au Canada, nous vivons un peu le même problème qu'on voit en France ou d'autres pays européens? Alors, je n'ai pas créé exactement le terme frériste, mais je lui ai donné une définition précise d'une idéologie produite par un siècle d'existence des frères musulmans. Ces frères musulmans se sont étendus à partir des années 1960 partout dans le monde occidental et même partout dans le monde. Mais c'est à partir des campus, notamment, qui se sont introduits dans ces sociétés. Et c'est vrai aussi bien au Canada qu'en Europe. Maintenant, on est à peu près un demi-siècle plus tard, ou même plus d'un demi-siècle plus tard, et ce phénomène s'est élargi. Et nous voyons aujourd'hui des fréro-salafistes venir sur les campus, donner des conférences, utiliser des arguments parfaitement antisémites, sexistes et tout ce que vous voulez. Et ils sont acceptés sur les campus sans difficulté, alors que malheureusement des chercheurs qui sont des chercheurs critiques de l'islamisme, critiques au sens scientifique du terme, c'est-à-dire qu'on fait des analyses, on pèse à partir de faits, on les analyse, etc. Nous, malheureusement, nous sommes plutôt menacés et exclus des campus. Et ça, évidemment, ça fait partie de la stratégie d'entrisme des frères musulmans, de nous empêcher de parler. Donc, pour eux, le temps n'importe pas, puisque le chemin vers le califat est tracé. De toute façon, un jour, le monde deviendra musulman. Pensez-vous que le Canada serait un peu naïf de penser que les frères musulmans ne sont pas au Canada?
Oui, je l'ai entendu ça toute ma vie. Dès que moi-même je suis rentrée chez les frères musulmans pour enquêter, hein, pas en tant que membre, mais pour enquêter dès les années 1990 en France, on m'a tout de suite dit que les frères musulmans n'existaient pas. Or, j'avais toutes les preuves qu'ils étaient devant moi. Ils en avaient la littérature, les pratiques, les ambitions. Le vocabulaire, tout. Mais c'était quelque chose qu'il fallait pas dire, pas rapporter à l'université ou ailleurs, parce que ça ferait le jeu de l'extrême droite. C'était toujours ça qui était opposé. Bon, maintenant, ça suffit. Moi, je ne me laisse plus impressionner par ces accusations de racisme ou d'islamophobie. Et donc, j'ai continué mon travail et j'ai fait ce livre, donc Le frérisme et ses réseaux, qui est sorti maintenant en 2023, ça fait un peu plus de 2 ans et demi, qui m'a valu d'être sous protection policière permanente, mais dans lequel je dis un certain nombre de choses qui semblent audibles à l'auditoire, que je sois en France, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Autriche. Il y a une attention particulière parce que les gens vivent en fait ce que je suis en train de décrire. Les frères musulmans détruisent toutes les cultures. Moi, ça m'étonne toujours, comme vous dites, au nom de la multiculturalité, au nom de la diversité, on va accueillir des gens qui en réalité n'ont qu'une obsession, c'est de détruire les cultures pour le remplacer par une norme islamique. Vous avez justement mentionné l'utilisation des universités pour faire avancer leur idéologie. Pouvez-vous un petit peu expliquer, pour ceux qui n'ont pas assisté à cette conférence-ci, ce que vous voulez dire par là? L'université, c'est l'endroit où on produit du savoir, on produit les élites qui gouvernent le pays aujourd'hui et demain. Et donc évidemment, les frères musulmans, qui sont un mouvement plutôt élitiste, je l'ai montré avec la théorie développée par Youssef El-Qaradawi, qui est un mentor très important des frères musulmans, eh bien les frères musulmans entrent évidemment là où ils vont pouvoir influencer les décideurs de demain, et donc dans les universités. Vous avez vu que depuis le 7 octobre, ça marche très bien. Tous ces jeunes qui ont défilé ou tourné autour des drapeaux palestiniens et qui, tous les samedis, ont fait des manifestations, ont pris en otage les autres étudiants sur les campus. Eh bien voilà l'expression aujourd'hui de l'Oumma telle que les frères musulmans voudraient la voir. Alors là, dans cette conférence, je vous ai bien expliqué que les frères musulmans, c'est une confrérie secrète qui comporte très peu de membres, mais autour d'eux, ils ont influencé ce que j'appelle les fréristes, c'est-à-dire les porteurs de l'idéologie des frères musulmans. Et eux, ils sont beaucoup plus nombreux et ils sont infiltrés dans un certain nombre de secteurs de la société, surtout là où il y a du pouvoir et de l'influence. On ne peut pas imposer l'islam dans une société libérale, mais quand même technologiquement et militairement puissante, et puis surtout sécularisée, laïque. Donc il faut utiliser d'autres méthodes, et ces méthodes-là consistent donc pour islamiser la modernité à travailler donc par le bas, l'aide sociale, l'aide aux devoirs, l'éducation sportive. Les frères musulmans sont interdits dans un certain nombre de pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas d'ailleurs dans ces pays, mais ils sont passés à la clandestinité, ils n'ont pas le droit d'avoir des partis politiques. Donc ils peuvent exister, mais ils sont combattus. Pourquoi ils sont combattus? Parce qu'ils menacent les pouvoirs en place. Les raisons pour lesquelles nous, dans nos sociétés démocratiques, libérales et surtout sécularisées, nous les combattons, c'est qu'évidemment, leur projet théocratique n'est pas acceptable pour une démocratie. C'est juste inconcevable. D'ailleurs, nous avons oublié ce qu'est une théocratie dans nos pays. Donc nous les acceptons par pure méconnaissance et parce qu'ils ont effectivement empêché que se produise cette connaissance. Et d'une certaine manière, c'est la façon dont ils neutralisent l'ennemi, puisque pour eux, nous sommes leurs ennemis. Alors, Qaradawi est un antisémite vraiment explicite. Pour lui, il faut cultiver la haine d'Israël, il faut anéantir les Juifs, il a dit aussi que la Shoah était une punition divine. La charte du Hamas, qui a été rédigée en 1988 et qui donc prône l'éradication d'Israël, pur et simple, il faut que ça disparaisse. Israël, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, il ne lui donne pas de nom, il l'appelle l'entité sioniste. Et cette entité sioniste, bien sûr, il faut l'éliminer. Et dans la charte du Hamas, eh bien, cette charte est inspirée des positions de Youssef El-Qaradawi.
On voit une accélération en ce moment de l'islamisation. Ici, au Québec, on a 17 écoles sous investigation pour islamiser les enfants. On a également des prières de rue. On a des manifestations à tous les fins de semaine. On a également, toutes sortes d'événements avec des prédicateurs islamistes qui vont dans les universités. Est-ce que la cause palestinienne est en fait leur cheval de Troie? Oui, ça c'est certain. La cause palestinienne, c'est Youssef Kardaoui qui disait il faut cultiver la haine d'Israël et des Juifs. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que disait Fadila Maroufi tout à l'heure, tous les musulmans s'entendent pour détester les Juifs. Malheureusement, il y a, et là je ne parle pas malheureusement que des islamistes, il y a dans les pays musulmans un taux exceptionnellement élevé de détestation des Juifs, d'anti-judaïsme ou d'antisémitisme. Donc ça, c'est évidemment très préoccupant. L'avancée du mouvement qu'on appelle palestiniste et repose aussi sur cette détestation des Juifs qu'on va retrouver aussi dans la gauche radicale pour d'autres raisons, puisque dans la gauche radicale, les Juifs sont assimilés aux capitalistes. C'est le petit Satan du grand Satan. Et là aussi, ce sont des expressions utilisées par l'Iran. Donc il y a une convergence islamo-gauchiste contre les Juifs parce qu'ils représentent le blanc, le capitaliste, bref, tout ce que le décolonialisme déteste. En ce moment, au Québec, justement, un peu pour contrer l'islamisme, on a décidé d'aller plus loin dans la loi sur la laïcité. En ce moment, ils sont en train de parler de bannir les prières de rue. Certains ont parlé également de refuser que les jeunes enfants à l'école portent le voile. Qu'est-ce que vous en pensez de ces décisions-là qui peuvent peut-être devenir des lois, mais également, est-ce que vous avez des préoccupations que ça pourrait peut-être emmener justement à des gens à être des djihadistes? Là, j'ai vraiment expliqué que le mouvement frériste, c'est plutôt un mouvement pacifique au sens... il n'est pas violent physiquement. Il est violent psychologiquement, mais il n'est pas violent physiquement. Il n'empêche qu'il y a des ratés dans leur endoctrinement et que certains ne supportent plus la pression et pètent les plombs, comme on dit, et parfois partent faire le djihad ou se sentent pas suffisamment musulmans, ont envie d'être sur-musulmans, plus musulmans que musulmans. Et là, on peut les voir effectivement adopter des conduites très violentes. Donc la réponse à ça, c'est évidemment de connaître le fonctionnement des frères musulmans, les excès violents, mais de toute façon, c'est déjà un mouvement dangereux parce que même s'il n'est pas violent, même si vous n'êtes pas égorgé par des frères musulmans dans la rue, la subversion de nos sociétés qu'ils engagent va nous épuiser et peut nous affaiblir tellement qu'effectivement, ils pourraient prendre le pouvoir au moins dans certaines zones. Donc c'est important que des mesures politiques soient prises pour empêcher, par exemple, le voilement des filles, ça c'est sûr. Je pense, moi, par exemple, qu'il faudrait interdire le hijab des mineurs parce que c'est un acte politique. Et donc, avant 18 ans, ça devrait être interdit. Ça permettrait d'entraver, en fait, le projet d'islamisation qui repose sur une séparation des sexes, séparation sexuelle de l'espace et du travail, chacun son rôle. Donc, si on empêche, si on freine ça, ça sera très important. Il faut bien comprendre qu'une petite fille qu'on voile dès 3 ans, on la voile pas tout le temps, mais on lui dit qu'elle est plus jolie quand elle est voilée, etc. Quand on l'endoctrine dans ce sens-là, elle ne pourra se sentir femme et même un être humain que dans la place restreinte que l'islam lui a accordée. Donc ça, c'est pas la liberté de conscience, c'est une prison. Ça, il faut l'empêcher. La question aussi des prières de rue, les prières de rue, il y a suffisamment de mosquées, et puis même les musulmans savent qu'ils peuvent prier à la maison 5 prières par jour. Heureusement qu'il ne faut pas à chaque fois des mosquées partout où on est. Donc on peut prier chez soi tranquillement. Donc les prières de rue, c'est une manifestation de possession d'un espace public. C'est un peu comme si vous plantez votre drapeau et vous dites voilà, ici c'est chez moi. Et la manifestation de prière publique, surtout devant des églises, comme on le voit, je crois que ça s'est passé Notre-Dame ici à Montréal, c'est évidemment une démonstration de force. Ça veut dire ici c'est une terre d'islam,
on ne vous fait rien, mais vous ne devez pas vous nous empêcher de nous propager. Et si vous le faites, alors nous sommes dans un état de djihad défensif. Nous devons nous défendre. Donc si on nous empêche de nous étendre, on est en état de guerre contre vous. En ce moment, il y a un gros débat parce qu'il y a une garderie qui a décidé, sans avoir consulté les parents, d'imposer la viande halal à cause que sur à peu près 80 enfants, il y en avait 15 qui désiraient de la viande halal et donc c'était plus facile pour eux de l'imposer à tous. Qu'est-ce que vous diriez justement aux Québécois et aux Canadiens qui... par peut-être laisser faire ou juste pour être gentils, vont en fait se complaire aux demandes de personnes musulmanes? Donc en fait, on sacrifie une majorité à une minorité insupportable qui ne veut rien négocier, qui ne veut rien entendre. On inflige ça à une société qui justement a fait tout ce qu'elle pouvait pour accommoder ces pratiques. Donc c'est complètement scandaleux. La deuxième raison, c'est que oui, il y a une différence entre viande halal et non halal. La viande halal est issue d'un abattage rituel sans étourdissement. Contrairement à un abattage avec étourdissement, ce qui est une obligation dans les industries, puisque la viande halal est toujours issue d'un abattage industriel. Donc ça veut dire que les animaux souffrent plus. Ça, tous les vétérinaires le disent. En plus, il y a des problèmes aussi éventuellement sanitaires, puisqu'il y a des dérogations qu'on accorde à l'abattage rituel industriel, qu'on interdit des pratiques au niveau du parage de la plaie, notamment des souillures, pour éviter les contaminations croisées, etc. Je vous passe les détails. Donc il y a aussi des différences d'un point de vue sanitaire. Et enfin, je pense que les parents d'élèves qui disent « oui, mais si c'est important pour eux le caractère halal, il faut aussi comprendre que pour nous, ça soit important que de savoir qu'elle n'est pas halal », je trouve que c'est aussi un argument parfaitement recevable. Donc j'avais lu effectivement qu'il y avait une personnalité politique ou je ne sais pas qui expliquait que finalement il n'y avait pas de différence de goût, que c'était plus pratique, etc. Non, ça c'est complètement faux. Ma dernière question, c'est par rapport à ce qui se passe ici au Canada. On a notre nouveau premier ministre qui a dit que les valeurs musulmanes étaient les valeurs canadiennes. Ensuite, on a eu notre ancien premier ministre qui, lui, a décidé d'adopter des prêts hypothécaires halal. On a également, en ce moment, la Madame Islamophobie, dans le fond, pour contrer l'islamophobie. Qu'est-ce que ça vous dit de voir ça, qu'au niveau très haut politique, on est en train peut-être, comme vous le disiez, de rendre notre milieu charia compatible? C'est ça. C'est-à-dire que la façon dont les frères musulmans avancent n'est pas d'imposer la charia, mais de changer les règles, la culture d'une société, son environnement culturel, pour le rendre charia compatible. Et après, ils pensent que, étant charia compatible, une société deviendra naturellement charia compliante et acceptera finalement la gouvernance de l'islam. Vous savez qu'on peut très bien être un pays sous gouvernance de l'islam sans être majoritairement musulman, puisqu'il y a le statut de dhimmi. On peut être dhimmi, c'est-à-dire un citoyen de seconde classe, seconde zone, dans un environnement chariatique. Oui, alors sinon, pour la responsabilité des politiques, clientélisme, c'est toujours la même chose. Comme ils savent que le vote musulman est très resserré, généralement autour d'un parti ou d'une tendance, et qu'il ne faut pas perdre ces voix-là, eh bien, il y a du clientélisme, c'est de la... À un moment donné, ça peut devenir même une trahison par rapport à son pays. Donc là, c'est plus grave. Et je crois qu'on est en train d'aller vers là. C'est-à-dire qu'on concède trop de choses à une minorité qu'on ne veut pas connaître. C'est ça aussi. On ne veut pas rien savoir sur les frères musulmans. On lui concède un certain nombre de choses qui vont se retourner contre la société entière, qui sont en train de se retourner contre la société entière. Donc les citoyens n'ont pas élu leurs gouvernants pour qu'ils les trahissent. Donc on en est là, c'est-à-dire clientélisme jusqu'à la traîtrise.
Parce que cette madame qui est appointée pour l'islamophobie, c'est partout, c'est un peu partout. Vous en avez une en France également, mais on s'est rendu compte que celle ici au Canada avait été également lobbyiste pour pro-Palestine. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des ramifications avec les frères musulmans ici? Bien sûr, pour moi, c'est lié à la tendance frériste. C'est une frériste comme Marion Lalisse au niveau de l'Union européenne. Nous n'avons pas en France de personnages comparables, mais sauf la préposée à la lutte contre l'islamophobie qui s'appelle Marion Lalisse en Europe. Et Marion Lalisse est, si vous voulez, l'équivalent de Amira El Gawabi que vous connaissez, que vous avez au Canada. C'est évidemment pour moi dans la lignée du frérisme. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir empêcher tout discours critique sur l'islam et sur l'islamisme, et donc toute l'avancée de ce mouvement-là. C'est pour ça que les frères musulmans, dès le départ, dès les années 80, avec Youssef El-Kardaoui, qui explique qu'il faut lutter contre la mauvaise réputation de l'islam et dans le but d'habituer en fait à l'existence de l'Oumma. Il explique ça très bien. Ça fait partie de cette stratégie et pour moi, ce sont clairement des personnages fréristes. Don't forget to go over theportamas.com if you believe that if people are coming here in Canada and they are not Canadian citizens and they are chanting anti-Semitic slogans, glorifying terrorist organizations, or causing vandalism, that they should be deported back in their country. Go and sign right now at theportamas.com.